Économie le max sur i24 News. Soyez les bienvenus. À la une aujourd'hui, le retour en force des eurosceptiques en Pologne. Victoire écrasante et majorité absolue pour les conservateurs du parti Droit et Justice. Les principaux indicateurs sont pourtant au vert du côté de Varsovie. Croissance et emploi. La peur des migrants explique-t-elle ce résultat? On s'y penche dans un instant. Autre scrutin, autres enjeux, Alassane Ouattara est quasiment assuré d'être réélu en Côte d'Ivoire. Son atout numéro 1, son bilan économique, 20% de croissance en 3 ans. Mais la dépendance au cacao est-elle déjà trop forte? On en parle avec le docteur Franck Khalifa. Et puis on parlera de café en fin d'édition, un marché toujours dynamique et peut-être même plus que jamais. Plus de 2,5% pour la demande moyenne chaque année. La consommation mondiale a doublé en 20 ans. Comment expliquer que les prix restent malgré tout accessibles? Nous verrons tout cela tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. L'actu économique internationale pour commencer. Et d'abord, l'ouverture à Pékin ce lundi de la réunion du comité central du Parti communiste chinois. 66 ans de pouvoir et le défi aujourd'hui du ralentissement économique après 2 décennies de croissance spectaculaire. Réunis à huis clos, les quelques 375 membres du comité devront fixer les grandes orientations des 5 prochaines années. Un plan quinquennal sous forme de feuille de route économique, politique et sociétale avec l'objectif de rassurer les investisseurs inquiets des mauvais indices, croissance, production ou commerce extérieur. La politique de limitation des naissances pourrait à nouveau être assouplie pour enrayer le vieillissement de la population et le déséquilibre homme-femme. Enfin, des mesures pour résoudre le fléau de la pollution devraient aussi être proposées. En Chine, toujours un peu plus au sud, à Hangzhou, avait lieu hier une conférence mondiale d'entrepreneurs. Jack Ma, le patron d'Alibaba, était de la partie. Son discours a fait la part belle à la lutte contre la corruption dans les affaires. Le milliardaire a aussi insisté sur le rôle du secteur numérique dans la transformation de l'économie chinoise. On écoute. Je vois que les économies réelles et virtuelles s'accusent mutuellement. Les perdants accusent toujours les autres, mais les gagnants s'accusent eux-mêmes. Pour les jeunes, il n'y a pas de meilleure époque que celle-ci. Vous ne devez pas compter sur vos relations, vos parents ou sur la corruption. Maintenant, les jeunes sont en concurrence sur leurs talents et leurs connaissances. Voilà, toujours en Asie, sachez que l'entrée en bourse de la Poste japonaise devrait être la plus élevée au monde cette année. L'IPO devrait dépasser les 10 milliards d'euros d'après la bourse de Tokyo ce lundi. Cap sur l'Amérique du Sud avec les résultats du premier tour de la présidentielle en Argentine. Résultat en forme de sanctions pour le clan Kirchner, la présidente sortante qui soutenait le péroniste Daniel Scioli, lequel, avec 35,9% des voix, n'obtient que quelques dixièmes de points de plus que le maire de Buenos Aires, Mauricio Macri, candidat de la droite. Après 12 ans de pouvoir aux mains des Kirchner, la lassitude semble habiter de nombreux Argentins. Ralentissement de la croissance, envolée de l'inflation attendue à 25% l'an prochain. Pour la première fois en 40 ans, le chef de l'État sera désigné à l'issue d'un deuxième tour. On a vraiment l'occasion de changer, d'aller de l'avant, de sortir les gens de la pauvreté, de nous reconnecter avec le monde, de ne pas être divisés entre nous et de comprendre que les choses vont vraiment changer avec Mauricio Macri. Voilà, et second tour le 22 novembre. Autre scrutin en Amérique latine, ce n'est pas une blague, c'est un comique sans aucune expérience du pouvoir qui s'est fait élire hier président du Guatemala. Jimmy Morales, vous le voyez, 46 ans, a obtenu 72% des suffrages face à la première dame sortante, Sandra Torres. Il aura profité des scandales de corruption qui ont éclaboussé le pouvoir sortant, et notamment un racket douanier à plusieurs millions de dollars, et il promet un gouvernement propre. En Europe, des nouvelles de l'Ukraine et de la Russie. Nouvel épisode dans la crise entre les deux voisins. Kiev et Moscou ont complètement cessé depuis dimanche les vols directs qui les reliaient jusqu'ici, affectant des dizaines de milliers de passagers, 100 000 par mois en moyenne. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, les deux pays se battent aussi à coups de sanctions économiques. Je prends l'avion régulièrement, une fois tous les 3 mois. Je vais devoir trouver d'autres vols. Je suis ici en transit. Je vais passer par Budapest pour aller de Kiev à Moscou. Oui, ça va me compliquer la vie. C'était les billets les moins chers et les vols les plus pratiques pour moi. Voilà, et puis un mot d'automobile. Le règne de Volkswagen aura été éphémère. Toyota repasse devant l'Allemand sur les 9 premiers mois de l'année et récupère son titre de premier constructeur mondial. Une mauvaise nouvelle de plus pour Volkswagen après le scandale des moteurs truqués. Volkswagen qui avait dominé les ventes au premier semestre. Alors les chiffres, 7,5 millions de véhicules écoulés pour Toyota entre janvier et septembre contre 7,4 pour le groupe allemand.
On en vient au triomphe hier soir des conservateurs à l'issue des législatives en Pologne. 38% des voix et 238 sièges sur 460, soit la majorité absolue pour le parti Droit et Justice. Une formation qui avait déjà remporté la présidentielle au mois de mai et qui cette fois a bâti son succès sur des promesses de baisse d'impôts et surtout de refus d'une arrivée massive de migrants. Un coup de force pour cette formation eurosceptique qui survient pourtant alors que le gouvernement sortant affichait ses réussites sur le plan macroéconomique. Johanna Citruc. C'est une victoire que les médias polonais qualifient d'écrasante, celle de Droit et Justice aux élections législatives. Le parti conservateur et eurosceptique de Jarosław Kaczyński a raflé près de 40% des voix. Il devrait ainsi obtenir près de 240 sièges sur les 460 que compte le Parlement. Une majorité absolue qui lui permet de se passer d'alliés pour gouverner la Pologne. Le droit sera appliqué, la vérité sera faite, mais il n'y aura aucune vengeance, aucune émotion négative ni aucun règlement de compte personnel. Nous ne nous en prendrons pas à ceux qui sont à terre, même s'ils sont responsables de leur propre chute et qu'ils la méritent. De son côté, la première ministre sortante a reconnu sa défaite, tout en insistant sur le bilan de son parti de centre-droit. 8 ans de croissance ininterrompue. 3,5% en 2014 et 3,6% prévus pour 2015. Quant au chômage, il diminue. De plus de 10% en 2013, il est aujourd'hui passé sous la barre des 8%. Nous n'avons pas perdu ces 8 années. La Pologne est aujourd'hui bien plus belle qu'il y a 8 ans. La Pologne, c'est aujourd'hui un pays en pleine croissance avec un taux de chômage à un seul chiffre. C'est dans cet état que nous laissons le pays à ceux qui ont aujourd'hui gagné les élections. Une hausse du niveau de vie, mais une mauvaise répartition des richesses. En Pologne, le PIB par habitant représente moins de 70% de la moyenne européenne. Le revenu moyen d'un ménage atteint à peine les 900 € mensuels. La grande majorité des Polonais sont de simples travailleurs. Aujourd'hui, ils attendent que leurs droits soient respectés et surtout que leur salaire soit augmenté. Parce que les salaires en Pologne sont trop faibles par rapport à notre PIB, ils sont trop faibles. Pour remédier à ces inégalités, Jarosław Kaczyński a notamment promis de baisser les impôts et d'augmenter les allocations familiales. Un programme qu'il compte appliquer grâce à Beata Szydło, désignée par avance pour le poste de Premier ministre. Mais si possible, sans l'aide de l'Europe. Lors de son dernier passage au pouvoir, Droit et Justice entretenaient des relations délicates avec Berlin et Bruxelles. Des positions pas toujours compatibles avec celles de Bruxelles. Alors il y avait de nombreux autres scrutins majeurs au cours du week-end. En Argentine, on l'a dit, à Haïti ou en Tanzanie, on parle à présent de la présidentielle. En Côte d'Ivoire, d'après les premières tendances, le président sortant Alassane Ouattara devrait l'emporter dès le premier tour. Le vote s'est déroulé dans le calme hier. Il s'agissait aussi d'oublier la crise et les violences du scrutin, on s'en souvient, de fin 2010. Et Alassane Ouattara peut s'appuyer bien sur un bilan économique assez spectaculaire. 10,7% de croissance en 2012, plus 9,5% prévu pour cette année. En ligne avec nous, le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors ces chiffres, d'abord ce bilan d'Alassane Ouattara qui est son argument numéro 1 finalement. On parle d'une hausse du PIB de plus de 20% en 3 ans. C'est le fruit de réformes importantes, d'après vous? Alors, d'abord, il faut bien comprendre la progression de la Côte d'Ivoire. Pour recontextualiser un peu tout ça, Ouattara n'est autre que l'ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été imposé par le FMI, il a été écarté par Bédier à la mort de Moukouet-Boigny en 1993. Il s'est réconcilié avec le socialiste Gbagbo, puis après il a succédé à ce même socialiste Gbagbo. Alors donc Ouattara a repris un pays en ruine et il a tout de même à son actif au moins 2 grands axes. La relative remise en état de nombreuses infrastructures, des ponts, des routes, avec un investissement public qui est l'un des moteurs de la croissance de la Côte d'Ivoire, estimé environ à, moi je l'ai dit, plutôt 8%. Le deuxième axe, si l'investissement privé est faible en Côte d'Ivoire, car l'environnement des affaires est mauvais, en revanche, la consommation des ménages est l'autre moteur de cette croissance ivoirienne. Ouais. Alors on le sait, la Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial d'ailleurs de cacao. C'est le moteur aussi de la croissance actuellement. C'est un risque aussi à long terme, laisser s'installer une sorte de logique de rente, un petit peu comme les pays pétroliers. Oui, d'autant plus que dans le secteur agricole, il y a eu des réformes favorables aux producteurs de cacao qui ont été introduites à partir de 2012. Elles ont garanti aux producteurs le versement de 60% du prix de vente. Et donc, il s'agit d'un véritable plan de relance. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique de l'Ouest
qui présente un excédent de la balance commerciale. C'est le premier producteur, effectivement, de cacao, avec plus de 35% des récoltes mondiales. Près d'un quart de la population du pays bénéficie de la bonne tenue des cours internationaux, mais attention. Ouais, un pays en tout cas qui est orienté vers l'export. Au niveau des perspectives, où d'après vous les autorités doivent mettre l'accent aujourd'hui pour renforcer l'attractivité, la compétitivité du pays dans les prochaines années? On sait que des efforts importants sont, vous l'avez dit d'ailleurs, consentis au niveau des infrastructures actuellement. Oui, alors là effectivement, il y a des manques qui sont révélateurs et c'est tout simplement le FMI et la Banque mondiale qui tablent sur une baisse relative de la croissance. Pourquoi? En raison de données douteuses sur le plan de la mesure statistique effectuée par la Côte d'Ivoire. Ouattara prétend qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. Toutefois, je vous donne 3 exemples révélateurs. Les hôpitaux manquent cruellement de matériel. Je vous renvoie au scandale de la mort du mannequin d'Awa Fadiga. La corruption tourne à plein régime. Beaucoup de Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor Franck Khalifa, pour ces explications. On a oublié de s'en tenir là. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, c'est aussi un pays de café. On se penche sur ce marché toujours en expansion. D'après l'Organisation mondiale du café, la demande mondiale ne cesse de croître, la production aussi, et la consommation a été multipliée par 2 depuis 1995. Pourtant, les prix restent abordables. Climat, mais aussi santé économique des pays producteurs, pays tropicaux, vous le voyez plus pour la plupart, influent sur les cours. Johanna Citruc fait le point pour nous en images. Certains le boivent noir, d'autres sucré ou avec du lait. Quelle que soit sa forme, il a de plus en plus de succès à travers le monde. Le café. Depuis 1995, sa consommation a quasiment été multipliée par 2. Il n'y a jamais eu une telle consommation de café que ces 20 dernières années. Nous avons pratiquement doublé le taux de croissance du café et je crois que nous allons avoir un secteur assez dynamique à l'échelle mondiale. L'Organisation internationale du café regroupe les pays exportateurs comme le Brésil ou la Bolivie, mais aussi importateurs, notamment les États-Unis et la France. En tout, 48 membres qui représentent 95% de la production et 83% de la consommation mondiale de café. Selon l'OIC, la demande augmente en moyenne de 2,5% par an. Une tendance qui devrait se confirmer dans le futur. En termes de production et de consommation, on peut s'attendre à une augmentation de 25 millions de sacs, de 60 kilos chacun, dans les 10 prochaines années. Et si cette boisson est tant appréciée, c'est aussi grâce à son prix, peu élevé. Récemment, il a même atteint son niveau le plus bas depuis début 2014. En septembre, une tonne s'est échangée à peine 1,54 $ à la bourse de Londres. Malgré des consommateurs toujours plus nombreux, plusieurs facteurs ont tiré les tarifs du café vers le bas. Premièrement, la forte dévaluation du réal brésilien et du peso colombien, les monnaies de 2 des plus grands exportateurs, mais aussi les craintes concernant les conditions climatiques. Les prix du café sont assez stables en ce moment parce qu'il y a une inquiétude concernant le régime des pluies au Brésil et ça pourrait créer des problèmes en termes d'offre du café. De fortes précipitations provoquées par une hausse de la température à la surface des eaux. C'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Le Brésil, particulièrement touché, redoute une dégradation de ses cultures de café. En tout cas, d'autres pays en Afrique et en Asie sont prêts à prendre la relève. C'est l'heure du Media Watch. Travailler plus pour gagner plus. On se souvient du slogan. Il revient sur le devant de l'actualité jusque dans la revue de presse Écho avec Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors Air France veut rémunérer la productivité maintenant. Oui, c'est en tout cas ce que Xavier Brossetta, le DRH du groupe Air France, a révélé suite aux différents échecs des précédentes négociations. Des propos confiés lors d'une interview pour Le Parisien aujourd'hui en France. Alors plus précisément, il y aurait 3 types de contrats. Premièrement, un contrat où le pilote accepte d'atteindre la productivité qui lui est demandée. Dans ce cas, il garde son salaire actuel. Deuxième contrat, il travaille plus et alors là, son salaire peut être augmenté. Et troisième et dernier contrat, eh bien, le pilote travaille à sa guise, quitte à ne pas atteindre la productivité requise. Et il risque de voir donc son salaire diminuer. Maintenant, reste à savoir ce que les syndicats vont répondre, s'ils vont accepter ou non cette proposition. Ouais, c'est là que ça devient intéressant. Un mot à présent,
Jonas, sur Spotify, le service de streaming musical qui séduit de plus en plus les Français. Aujourd'hui, environ 650 000 Français auraient un abonnement payant actif sur Spotify. Alors, on est encore bien loin du français Deezer qui compte à peu près 1,5 million d'utilisateurs. Mais ça représente tout de même une hausse de 150% par rapport à janvier et de 270% sur les 12 derniers mois. La raison de cette croissance, c'est un simple partenariat. Car depuis début 2015, eh bien, les abonnés de Bouygues Telecom bénéficient d'offres promotionnelles avec Spotify. Ceci explique cela. Et puis pour terminer, on revient sur l'histoire de ce patron américain. On s'en souvient, qui avait décidé d'augmenter radicalement tous ses salariés. Où on en est aujourd'hui? Alors oui, c'était en avril dernier. Dan Price, le patron de Gravity Payments, une start-up qui est spécialisée dans les moyens de paiement, augmentait donc tous ses employés pour atteindre progressivement $70 000 par an. Eh bien, il est plutôt satisfait aujourd'hui. On en reparlera sans doute. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.